Aujourd'hui, je vous présente le livre de Daniel Kahneman, Système 1, Système 2, les deux vitesses de la pensée. Le titre original, c'est Thinking Fast and Slow. Il a été écrit en 2011. Et en fait, dans ce livre, Daniel Kahneman explore les deux modes de pensée qui influencent nos décisions et notre comportement. Et en fait, c'est un livre qui va offrir des perspectives assez utiles pour comprendre comment nous prenons des décisions et comment nous pouvons éviter les pièges cognitifs pour prendre des décisions plus éclairées. Aujourd'hui, on se retrouve pour bien. La réponse, c'est qu'il faut faire mieux. Qui sont même parfois des des criminels de guerre. Mais d'où vient cette image? C'est la fameuse coccinelle. Alors, c'est un bouquin qui est assez conséquent, qui fait plus de 600 pages, qui est segmenté en 5 parties. Du coup, j'ai moi-même segmenté l'explication du bouquin en 5 vidéos pour éviter de faire une vidéo globale de 6h60. Ce qui est absolument imbitable pour le spectateur moyen que tu es sûrement. Du coup, il y aura 5 vidéos et la première commence tout de suite avec les deux modes de pensée. Donc partie 1, les deux systèmes de la pensée. Dans cette première partie, l'auteur va essayer de nous expliquer comment la pensée et le cerveau fonctionnent au niveau de la réflexion et au niveau de la construction et de la prise de décision. Donc il commence par nous dire qu'il va falloir considérer que les deux systèmes de pensée dont il est question tout au long de son livre doivent être considérés finalement comme deux personnages d'une histoire complètement distincts l'un de l'autre, interdépendants mais complètement différents l'un de l'autre. Et c'est une notion qu'il emprunte finalement aux psychologues Keith Stanovich et Richard West qui vont inventer ce concept-là de système 1 et système 2, où le système 1 fonctionne en automatique et rapidement avec peu ou pas d'effort et on n'a aucune sensation de contrôle délibéré. Et le système 2, lui, accorde une attention aux activités mentales contraignantes qu'il nécessite, y compris des calculs complexes. Le fonctionnement du système 2, il est souvent associé à l'expérience subjective de l'action, du choix et aussi de la concentration. Et nous pensons comme des personnes qui raisonnent avec des convictions. Et nous pensons que le système 2 est au cœur de nos convictions, de nos choix. Donc le système 2 qui est le système rationnel, je le rappelle. Mais en fait, on va apprendre au cours de cette première partie que le système 1, lui, produit sans effort des impressions et des sentiments, lesquelles impressions et sentiments sont les sources de nos convictions et de nos choix. Alors évidemment, parfois, le système 2 va prendre le dessus, va prendre les commandes et va surmonter les impulsions et les associations en roue libre du système 1. Et donc, comme je le disais au début, les deux systèmes doivent être considérés comme des agents qui sont différents, avec leurs propres capacités, leurs propres limites et leurs propres fonctions. Il nous donne quelques exemples de ce que peut faire le système 1 et ce que peut faire le système 2 pour qu'on arrive un petit peu à visualiser quels sont leurs rôles. Alors par exemple, le système 1 va nous permettre de détecter qu'un objet est plus loin qu'un autre dans une pièce, par exemple. Il va nous permettre de trouver la source d'un son, le fait que quand vous entendez quelque chose, votre regard s'oriente automatiquement vers la source de ce son. Il va être également à l'œuvre quand on va vous dire du pain et du. Évidemment, c'est le mot vin qui vous vient à l'esprit, et ça c'est lui qui le suggère automatiquement. Il va détecter aussi l'hostilité dans une voix. Il va être capable de résoudre 2 plus 2. Il va nous faire reconnaître qu'une personnalité plutôt docile et méticuleuse va ressembler à un stéréotype de bibliothèque plutôt qu'à un stéréotype de pompier. Là, ces exemples-là, ce que je viens de vous donner, se produisent automatiquement. Et comme je le disais, ça nécessite peu ou limite pas d'effort de la part de notre mental. Et le système 1, il a appris aussi à associer certaines idées. Alors par exemple, quand je dis la capitale de la France, évidemment tout de suite, votre système 1 vous a suggéré automatiquement et de manière presque instantanée la ville de Paris. Et en fait, cette connaissance-là, elle est stockée dans la mémoire et finalement, ce que fait le système 1, c'est qu'il va y accéder sans effort pour nous ressortir l'information stockée.
Le deuxième personnage, donc ce fameux système 2, lui, en revanche, il ne fonctionne pas de la même manière, c'est pas de l'automatisme, mais en tout cas, ce dont il a besoin, c'est qu'il nécessite de l'attention, et que si jamais cette attention-là, elle est mobilisée ailleurs, du coup, le système 2 ne peut pas faire son travail. Alors vous allez voir, je vais vous donner des exemples, vous allez comprendre assez rapidement. Donc, outre évidemment les opérations de calcul et de réflexion qui sont complexes, mais quand vous vous préparez au top départ d'une course, évidemment ça nécessite une attention, et si vous êtes distrait par un facteur externe dans votre environnement, évidemment quand le coup de fusil va partir, vous ne serez pas prêt à démarrer la course. Autre exemple, se concentrer sur une voix particulière dans une salle comble. Si en même temps il y a quelqu'un qui vous parle, vous n'allez pas réussir à vous concentrer sur cette voix. Rechercher une femme aux cheveux blancs dans une foule, ça aussi c'est le système 2. Marcher plus vite que de naturel. Adapter son comportement à une situation sociale, ou bien donner son numéro de téléphone à quelqu'un. Si en même temps vous êtes en train d'écrire une série de chiffres sur un bout de papier, vous ne serez pas capable de donner votre numéro de portable. C'est aussi le cas quand on se gare sur une place exiguë, quand on remplit sa déclaration d'impôt, quand on vérifie la validité d'un argument logique complexe. Donc ça, en fait, ce qu'il y a en commun, ce sont des fonctions qui nécessitent une attention totale. Et finalement, le problème est assez simple et se résume ainsi, c'est que nous avons un capital attention et que ce capital attention, il n'est pas illimité. C'est pourquoi, en fait, il est difficile, voire impossible, de faire deux fonctions du système 2 en même temps. Par exemple, c'est très simple, je vous demande de calculer 17 fois 24 en garant votre voiture sur une place exiguë. Je vous mets au défi d'y arriver du premier coup. Évidemment, on peut faire plusieurs choses à la fois, mais vous avez bien compris que c'est uniquement dans le cas où ces choses sont faciles et qu'elles n'exigent pas trop de nous. Alors, il y a une expérience dont il parle qui est assez rigolote, qui s'appelle l'expérience du gorille invisible, qui a été faite par Chabry et Simons, qui sont des chercheurs psychologues de Harvard. Et cette expérience était menée en 1999. Et elle montre que le fait de se concentrer sur une tâche peut nous rendre complètement insensibles, même à des stimuli qui attirent d'ordinaire notre attention. Alors l'expérience elle est simple, on a demandé à des spectateurs de regarder une vidéo de basket et en fait on leur demande de compter le nombre de passes d'une des deux équipes qui est présente sur le terrain, et en fait ils avaient une consigne, c'était qu'ils devaient totalement ignorer l'autre équipe, c'est-à-dire qu'ils ne comptaient pas du tout les points de l'autre équipe, ils devaient se focaliser sur une équipe, compter les passes et ignorer l'autre. Et au beau milieu de la vidéo, il y a une femme qui est déguisée en gorille et qui apparaît sur le terrain, elle court sur la vidéo pendant 10 secondes, puis elle disparaît. Et à la fin de la vidéo, on va demander aux gens, est-ce que vous avez remarqué le gorille ? Eh bien, tenez-vous bien, il y a 50% des personnes qui avouent ne même pas l'avoir vu. Et pourquoi ? Eh bien, c'est à cause du calcul. Et surtout du fait qu'on leur a donné l'ordre d'ignorer l'autre équipe, et ça provoque une sorte de cécité. Puisque voir et orienter son regard, c'est une prérogative du système 1, mais ces fonctions, elles dépendent aussi de l'attention qui est disponible à ce moment-là. Et l'attention à ce moment-là, elle est mobilisée sur le calcul. Et du coup, la fonction du regard va être minorée par rapport à la fonction du calcul. Alors, autre point assez remarquable de l'expérience, c'est que ceux qui disent qu'ils n'ont pas vu le gorille vont même jusqu'au point où ils ne croient même pas en son existence, puisque finalement ils se disent mais comment aurait-il pu louper un tel événement ? Et les expérimentateurs sont obligés de leur repasser la vidéo et effectivement là ils tombent un peu des nues. Donc la conclusion de cette expérience, c'est qu'on peut être aveugle aux évidences et de surcroît complètement inconscient de notre cécité. Le système 1, il va émettre tout le temps des suggestions pour le système 2. Donc c'est quoi ? C'est des impressions, c'est des intuitions, des intentions ou encore des sentiments. Et le système 2, il les approuve.
Et ensuite, à partir de là, ça va devenir ce qu'on appelle les convictions et des actions délibérées. Mais alors, quand le système 1 rencontre des difficultés, qu'il n'a pas la réponse, il va faire appel au système 2 qui alors lui entre en action quand un événement finalement va rompre avec le modèle géré par le système 1. Quand il n'est plus capable de répondre, quand c'est un niveau trop complexe, il fait appel au système 2. Donc en fait l'essentiel de ce qu'on pense, c'est-à-dire le système 2, ça vient du système 1, mais le système 2 prend les choses en main quand elles se compliquent. Et c'est normalement lui qui est censé avoir le dernier mot. Le système 1 et le système 2, ils se répartissent les tâches en fait pour minimiser les efforts et optimiser la performance. Et le système 1, lui, est rapide, car il va établir des modèles de situations familières, mais il a aussi évidemment ses défauts. Et ces défauts, on en compte 3 principalement. C'est qu'il va répondre parfois à des questions plus faciles que celles qui avaient été posées initialement. Il peut comprendre mal la logique et les statistiques et il ne peut pas être débranché. Et le système 2, il a pour mission, entre autres, de surmonter les impulsions du système 1, c'est-à-dire que lui, il est responsable du contrôle de soi. On a à disposition la fameuse expérience des illusions, où là vous voyez deux schémas, donc c'est deux droites, avec des appendices de chaque côté, des appendices qui sont dans des sens différents dans le premier cas et puis dans le second cas. Et on demande aux gens quelle est l'appendice la plus longue. Alors, la réponse, c'est qu'en fait, elles ont toutes les deux la même longueur, mais en fait, notre œil a l'impression qu'il y en a une des deux qui est plus longue. Et même une fois qu'on les a mesurées avec une règle, notre œil va continuer de voir qu'elles ne sont pas de la même longueur. Et en fait, c'est justement parce qu'on ne peut pas empêcher notre système 1 de faire ce qu'il fait, on ne peut pas le débrancher, rappelez-vous. Et pour résister à l'illusion, finalement, on n'a qu'une seule solution, c'est qu'en fait, il faut apprendre à se méfier de nos illusions dans le cas où on doit mesurer des longueurs de ligne avec des appendices attachés. Mais même en sachant ça, on va continuer à les voir de différentes longueurs. C'est une expérience absolument incroyable. Alors, dans le prolongement de ces illusions géométriques, on a aussi les illusions de pensée, qu'on appelle les illusions cognitives. Et le système 1 fonctionne donc en automatique, comme ce qu'on disait, et ne peut donc pas être mis hors circuit. Et donc, il est souvent difficile d'éviter les erreurs de ce qu'on appelle la pensée intuitive. Et le système 2 ne détecte même parfois pas les erreurs du système 1. Et lorsque l'on a des indices, finalement, de mobiliser en permanence notre système 2, ça n'est pas pratique, parce que en fait, le système 2, c'est lui le plus rationnel, mais c'est aussi le plus lent, il est trop lent, il est assez inefficace pour remplacer le système 1 dans les décisions de routine. Il va falloir trouver des compromis. Donc il faut apprendre à reconnaître les situations qui sont propices aux erreurs, c'est la seule solution. Et puis évidemment, il est toujours plus facile de repérer les erreurs des autres que nos propres erreurs. Donc si le système 2 était un acteur, ce serait une sorte de second rôle qui serait persuadé finalement d'avoir le rôle du héros dans le film. Et ces deux caractéristiques principales, ça serait que son fonctionnement nécessite un effort et qu'il est paresseux, voire réticent à investir plus d'efforts qu'il n'est nécessaire. Donc la plupart des pensées et des actes que pense avoir choisi le système 2, finalement, ils sont issus du système 1. Alors qu'est-ce qui se passe quand le système 2 il est à plein régime ? Il y a une expérience qu'on appelle l'AD-1 que l'auteur a fait lui-même dans le Michigan, où en fait il met un métronome qui bat à un rythme régulier. Et vous avez une série de 4 chiffres qui est lue à haute voix. Et après 2 battements de métronome, le sujet doit écrire une nouvelle série de chiffres en incrémentant d'un plus 1
la série qu'il vient de dire. Donc, par exemple, si sur ma carte, j'ai le chiffre 5, 2, 9, 4, la réponse correcte, ça sera 6, 3, 0, 5. Et on recommence, 2 battements, on incrémente, 2 battements, on incrémente. Donc c'est un test qui existe aussi à un niveau expert et qui peut même être fait en AD3, ce qu'on appelle AD3, c'est-à-dire qu'on prend notre série de chiffres et on incrémente d'un plus 3. Donc dans cette expérience, si on a 5, 2, 9, 4, donc du coup ça devient 8, 5, 2, 7. Et pendant ces tests, Kahneman constate qu'il y a une dilatation des pupilles. Et c'est alors pour lui une indication visuelle de l'effort mental. La pupille, elle peut même se dilater jusqu'à 50%. Il remarque même que les pulsations cardiaques, elles peuvent augmenter jusqu'à 7 battements par minute. Après, au-delà, quand on constate que les pupilles sont plus dilatées ou que le rythme cardiaque augmente de plus de 7 battements par minute, ça signifie en fait que la complexité, elle est trop grande et dans ces cas-là, les gens abandonnent. Pendant une multiplication à 2 chiffres, on remarque que les pupilles se dilatent jusqu'à la résolution du problème. Et ensuite, ça se contracte à la résolution du problème ou quand la personne abandonne. Donc, dans cet AD1, on va plonger le sujet dans une sorte de sprint mental, lequel peut les rendre complètement aveugles. Dans ce cas de figure que, par exemple, l'expérience du gorille invisible cartonnerait, parce que personne ne verrait rien de son environnement, parce qu'on est tous concentrés sur le calcul. Et en fait, c'est comme un espèce de compteur électrique. Les pupilles, elles sont un indicateur du taux de consommation de l'énergie mentale. Et quand vous êtes dans un cas de surcharge, alors dans le cas du circuit électrique, lui, ça fait sauter les disjoncteurs et tous les appareils qui sont branchés sur le disjoncteur s'éteignent. Alors que nous, dans notre cerveau, avec le système 2, c'est l'activité la plus importante qui va être protégée et elle va bénéficier de tout le flux d'attention nécessaire au détriment des autres activités. Et en fait, c'est une sophistication de la répartition de l'attention et qui est le résultat d'une longue évolution humaine. Et on a donc un sens des priorités qui va être doublé d'une capacité à réagir rapidement aux menaces. Et en fait, ça a largement contribué à améliorer les chances de survie des individus. Le système 2, il prend les commandes en cas d'urgence et il va accorder une priorité absolue aux activités dites de conservation. On réagit à une menace ou bien à un danger et avant même qu'on en ait conscience finalement, avant même qu'on l'ait consciemment identifié. Par exemple, quand vous êtes dans votre voiture et qu'il y a quelqu'un qui pile devant vous, en fait, vous mettez le pied sur le frein avant même d'avoir identifié le danger. Il y a un autre élément qui est à noter, c'est plus on va se familiariser avec une tâche, et en fait, moins elle va être gourmande en énergie. L'activité cérébrale, elle va évoluer avec le développement de la compétence, qui implique de moins en moins de zones de cerveau avec l'expérience et le savoir-faire. Et le système 2 peut suivre aussi des règles, il peut comparer des objets en fonction de plusieurs critères, il peut aussi effectuer des choix délibérés entre plusieurs possibilités. Alors que le système 1, lui, c'est vraiment quelque chose d'automatique et il n'a pas du tout ce genre de capacité. Lui, il va détecter plutôt des relations qui sont assez simples, comme par exemple, ils se ressemblent tous, ou quand vous vous dites « le fils est plus grand que le père ». Et ce système 1, il excelle aussi quand il va falloir intégrer des informations sur un sujet, mais en fait, il ne va pas traiter plusieurs questions à la fois. Alors que le système 2, il peut adopter une série de tâches et il peut passer de l'une à l'autre. Alors par exemple, vous êtes capable, quand vous êtes devant une page d'un livre, de compter les F de la page, puis après de compter les virgules de la page. Et en fait, passer d'une tâche à l'autre, ça va nécessiter un effort, et d'autant plus si cela doit se faire en un temps limité. Et par exemple, on sait que chez les pilotes de chasse, l'efficacité dans le contrôle de l'attention va pouvoir prédire leur performance, mais au-delà même de la seule considération de leur intelligence. Il y a aussi la pression du temps qui est un autre facteur de l'effort, le fait de rafraîchir et de répéter l'information avant qu'elle ne soit perdue. Toutes les tâches qui nécessitent qu'on garde plusieurs idées à l'esprit et en même temps,
a également ce même côté urgent. Et normalement, nous évitons la surcharge mentale en faisant une chose très simple, c'est-à-dire qu'on va subdiviser nos tâches en de multiples étapes faciles, engrangeant des résultats intermédiaires dans notre mémoire à long terme, ou bien en les consignant sur du papier, par exemple, plutôt que dans notre mémoire fonctionnelle aisément en surcharge. Et nous tenons la distance en prenant notre temps et nous menons notre existence mentale selon la règle du moindre effort. Ce qui nous amène à la partie suivante où il va nous parler de ce système 2 qu'il nomme gentiment le contrôleur paresseux. Alors quand vous réfléchissez en faisant une promenade, ça reste possible, voire la promenade va exalter la réflexion, mais en fait il suffit d'accélérer pour que votre attention soit de plus en plus attirée par l'expérience de la marche et par le maintien délibéré d'un rythme soutenu. Alors, outre l'effort physique évidemment qui nécessite le déplacement rapide d'un corps, on a aussi un effort mental de contrôle de soi qui va être nécessaire pour en fait juste résister à notre envie de ralentir. Or, le contrôle de soi et la réflexion délibérée puisent dans le même capital d'effort, lequel capital, comme je le disais, est limité. Alors, ça peut aboutir à un épuisement finalement du système 2. Et pour ça, on a une expérience de Baumeister et consorts qui a été faite en 1998. En fait, ils ont montré que les personnes qui résistaient initialement à la tentation des chocolats, finalement, ils étaient par la suite beaucoup moins capables de persévérer dans une tâche de puzzle qui était difficile et plutôt frustrante. Donc le système 1, il a plus d'influence sur le comportement quand le système 2 va être occupé. Par exemple, il y a une expérience qui montre pendant un effort intense de mémorisation de chiffres que le sujet a tendance à choisir de manger un gâteau sucré plutôt qu'un fruit. Et pareillement, les gens qui sont occupés sur le plan cognitif, ils sont aussi beaucoup plus susceptibles de faire des choix égoïstes ou alors d'utiliser un langage sexiste ou bien de donner des avis superficiels. Cela dit, l'affaiblissement du contrôle de soi, il peut tout aussi bien venir de la consommation de quelques verres d'alcool ou bien d'une nuit une nuit blanche, une nuit sans sommeil. Le soir, par exemple, le contrôle de soi des gens qui sont plutôt matinaux, il va être fragilisé. Et inversement pour les couches tard. Donc, tout ça pour dire que le contrôle de soi demande attention et des efforts. Et un effort de volonté et de contrôle de soi, eh bien finalement c'est fatigant et on doit se forcer à faire quelque chose et on sera alors moins enclin à exercer un contrôle sur nous-mêmes au prochain défi. Et dans l'expérience de Baumeister, ça a montré que lorsque les gens prononçaient un discours dans lequel on leur demandait d'inclure des croyances qui étaient contraires aux leurs, ils étaient moins susceptibles de persévérer dans un casse-tête difficile qu'on leur donnait à faire après. Et ça indique un état d'épuisement du système 2. Et autre expérience, on va demander à des personnes de se contrôler pendant un film, particulièrement émouvant, on va leur demander de ne pas pleurer. Et puis ensuite, on va leur faire passer une épreuve d'endurance physique qui va impliquer un inconfort musculaire. Et là, on constate, mais clairement, que l'effort émotionnel de la première phase, le fait de s'empêcher de pleurer devant un film triste, et bien cet effort de cette première phase d'expérience va complètement diminuer la capacité de ces personnes à résister à la douleur d'une épreuve physique. Autre expérience encore, on va épuiser les gens en les forçant à manger des radis et du céleri et en les forçant à résister à la tentation de manger du chocolat et des gâteaux. Et ces mêmes personnes, elles vont abandonner plutôt que la normale dans des tâches cognitives difficiles qu'on leur demande de faire après cette résistance. On connaît la liste des situations et des tâches qui épuisent le contrôle de soi et ce sont celles qui impliquent un conflit ainsi qu'un besoin de réprimer une tendance naturelle. Ça a vraiment la faculté d'épuiser le système 2. Alors, donc, comme je le disais, des exemples, c'est inhiber une réaction émotionnelle,
Euh, une série de choix qui impliquent des conflits, ça aussi ça épuise. Le fait de chercher à impressionner les autres. Le fait de réagir gentiment à un mauvais comportement de son partenaire, ça aussi ça a été prouvé que ça épuise les gens. Et l'interaction avec une personne de race différente, quand on est une personne ayant des préjugés raciaux, ça a tendance à vraiment mettre HS le système 2. Alors, on constate des fois un écart par rapport à un régime. On va constater une surconsommation et des achats compulsifs. On va constater une réaction agressive à une provocation. On constate aussi une moindre résistance dans une épreuve de force physique ou des difficultés face à des tâches cognitives, des difficultés face à une prise de décision logique. Donc en fait, l'épuisement de l'ego, c'est au moins en partie une perte de la motivation. Nous n'avons plus envie de faire un effort pour une autre tâche, mais en réalité, il y a des expériences qui ont démontré que nous pouvons quand même surmonter cette perte de motivation et que parfois les sujets arrivent à surmonter l'épuisement de l'ego si et seulement si on arrive à leur donner une bonne raison de le faire. Alors, ce qui différencie totalement l'épuisement de l'ego de la surcharge cognitive, où le système 2, dans cette surcharge cognitive, il est saturé par l'occupation cognitive. Et l'analogie avec l'idée d'énergie mentale, elle est là pertinente parce qu'en fait, le système nerveux consomme plus de glucose que n'importe quel autre muscle pendant une activité mentale difficile. C'est un peu comme un sprinter pendant un effort. Et l'épuisement de l'ego, on s'est posé la question, est-ce que finalement il peut être comblé par un shoot de glucose? Et c'est encore Baumeister qui a fait une expérience et qui confirme un peu cette hypothèse. En fait, il a pris des sujets et après une première tâche cognitive qui a été épuisante pour eux, il leur donne, alors au premier groupe, une limonade au glucose et au second groupe, il leur donne une limonade à l'édulcorant. Et en fait, les sujets qui ont pris une limonade au glucose, ils ne tombent pas dans l'écueil des fautes intuitives qui suivent, contrairement au sujet qui avait bu une limonade à l'édulcorant et là où en fait le système 2 on voit qu'il est complètement sur les rotules et les gens n'arrivent plus à réfléchir correctement derrière. La conclusion de ça, c'est qu'en rétablissant le niveau de sucre disponible pour le cerveau, on avait évité une détérioration de la performance. Autre expérience, et je pense une de mes préférées de ce livre, et qui en même temps est assez affreuse, on a fait une expérience sur 8 juges en Israël qui passent leur journée en fait à l'étude des demandes de liberté conditionnelle. Et statistiquement, dans leur job, ils accordent 65% de refus et 35% de dossiers qui sont acceptés pour les libertés conditionnelles. Les juges, dans leur journée, vont prendre 3 pauses pour se restaurer, une le matin, une le midi et une l'après-midi. Et en fait, l'étude montre clairement qu'après l'une des 3 pauses, donc après la pause du matin, après la pause du midi et après la pause de l'après-midi, en fait, la proportion des demandes acceptées augmente de 65%. Et plus on avance vers la pause suivante, plus cette proportion de demandes acceptées descend à presque 0%. Donc les résultats étaient un petit peu embarrassants et en fait ça montre que quand ils sont fatigués ou bien quand ils ont juste faim, les juges ont tendance à prendre des décisions par défaut, donc des décisions plus faciles et en fait la décision facile dans leur job finalement c'est de rejeter les demandes de liberté conditionnelle. Alors pour illustrer la paresse du système 2, il y a une expérience qui s'appelle l'expérience de la batte et de la balle. Donc normalement, si vous êtes comme la plupart des gens normalement constitués, vous aurez répondu ceci. Alors que c'est ceci. Dans quelle mesure notre système 2 surveille les suggestions du système 1 ? Il y a beaucoup de gens qui sont trop sûrs d'eux. La preuve, là, vous avez répondu presque de manière intuitive, hein, c'était du tac au tac. Et il y a beaucoup de gens qui sont prompts à avoir une trop grande foi dans leurs intuitions.
Et il y a des expériences qui montrent que lorsque les gens tiennent une conclusion pour vraie, alors ils sont tout à fait enclins à croire des arguments qui semblent étayer cette conclusion, mais même quand ces arguments sont complètement erronés. Alors pour cette expérience, il y a 50% des élèves de Harvard quand même, qui ne sont pas n'importe quels étudiants, qui vont donner une fausse réponse intuitive à la question de la batte et de la balle. Et évidemment, cette proportion augmente à 80% dans les universités qui sont un peu plus défavorisées. Des individus plus intelligents, ils sont aussi plus susceptibles que d'autres de se représenter plus en détail la plupart des choses. Mais l'intelligence n'est pas que la capacité à raisonner, c'est également la capacité à trouver des informations adéquates dans la mémoire et à les utiliser et à utiliser son attention quand c'est nécessaire. Donc ces étudiants de Harvard, ils sont quand même nettement capables de résoudre des problèmes qui sont 10 000 fois plus complexes que ce simple casse-tête de la batte et de la balle. Mais c'est possible de résoudre des problèmes encore plus complexes si et seulement si ils ne sont pas tentés de céder à une réponse superficielle qui leur vient à l'esprit et qui est suggérée par le système 1. Et l'auteur de l'expérience est quand même assez troublé par la facilité avec laquelle ces étudiants finalement cessent de penser. Et avec ces expériences, il peut sembler sévère de les juger, eux et leur système 2, de système paresseux, mais c'est pas vraiment injuste de le dire, parce que ceux qui ne commettent pas le péché de paresse intellectuelle sont des gens qui sont finalement plus engagés, c'est-à-dire des gens qui sont plus vigilants, qui sont plus actifs sur le plan intellectuel, et ils sont plus sceptiques face à leurs intuitions. Et pour le psychologue Kees Stanovich, finalement, ces gens engagés, sont plus rationnels. Comment ça se passe dans le trio intelligence, contrôle de soi et rationalité ? Alors, il y a des chercheurs qui ont tenté de multiples expériences pour trouver un lien entre le contrôle de soi et l'intelligence. Et il y a eu des expériences sur le lien entre le contrôle de notre attention et le contrôle des émotions. Alors, toujours Stanovich, qui est le premier à évoquer les systèmes 1 et système 2, pose finalement la question fondamentale suivante. Il se demande qu'est-ce qui fait que certaines personnes sont plus susceptibles de commettre des erreurs de jugement. Et Stanovich répond ainsi, il va nous dire que le système 2, il serait scindé en deux esprits séparés. Alors le premier, c'est ce qu'il appelle l'esprit algorithmique, qui gère la pensée lente et les calculs qui sont difficiles. Et il y a certaines personnes qui seraient d'ailleurs plus douées que d'autres pour cette gymnastique cérébrale. C'est celles qui excellent aux tests d'intelligence et qui sont capables de passer rapidement d'une tâche à l'autre. Mais une grande intelligence n'immunise pas contre les biais cognitifs et c'est une autre capacité qui entre alors en jeu. Et le deuxième, c'est ce qu'il appelle l'esprit rationnel, au sens de la personne engagée dont on parlait juste plus tôt. Et pour Stanovich, la pensée superficielle ou la pensée paresseuse, celle-là même qui provoque des erreurs de jugement, elle est issue d'une faille de cet esprit rationnel. Alors la théorie de Stanovich est pour le moins séduisante, parce qu'elle a le mérite quand même d'interpeller. Et il s'est d'ailleurs aperçu que des tests comme la batte et la balle s'avéraient finalement plus efficaces pour détecter la propension chez un individu à faire des erreurs cognitives que d'autres tests conventionnels qui étaient utilisés auparavant. Alors, distinguer intelligence et rationalité, finalement, est-ce que ça va ouvrir de nouvelles pistes de recherche ? Ça, il n'y a que l'avenir qui nous le dira. Alors ensuite, il va nous parler de ce qui s'appelle la machine associative. Alors il y a les spécialistes des sciences cognitives qui ont souligné récemment que la cognition, finalement, elle était incarnée. C'est-à-dire que quand vous pensez à quelque chose, vous pensez finalement avec votre corps et pas seulement avec votre cerveau. Et ça, c'est dû au mécanisme qu'on appelle l'association d'idées. Déjà, c'est quoi une idée ? Alors, ça peut être une idée concrète ou ça peut être une idée abstraite. Ça peut s'exprimer par bien des façons différentes. Ça peut être par la parole ou par un point fermé. Et les psychologues pensent aux idées comme des nœuds d'un réseau
dit ce qu'on appelle la mémoire associative, où en fait chaque idée va être rattachée à beaucoup d'autres. Et on trouve différents types de liens entre ces idées. Alors on a les causes qui sont liées à leurs effets, c'est-à-dire par exemple virus froid. On a des choses qui sont liées à leurs propriétés, par exemple citron et jaune, ou aux catégories auxquelles elles appartiennent, c'est-à-dire banane, fruits. Et ce n'est pas une idée qui en amène une autre, puisque en réalité, une idée qui est activée va en provoquer plusieurs qui, à leur tour, en activent d'autres. Et de plus, seules quelques idées vont être enregistrées par la conscience, de sorte que l'essentiel du travail de la pensée associative, finalement, il est muet. Il est dissimulé à notre conscience. Et l'idée que nous avons un accès limité au fonctionnement de notre esprit, eh bien, c'est quelque chose qui est difficile à accepter pour nous, mais ça n'en reste pas moins vrai. En fait, vous en savez beaucoup moins sur vous-même que ce que vous avez le sentiment de savoir. Il y a ce qu'on appelle les merveilles de l'amorçage, c'est-à-dire que quand on vous présente le mot, voilà celui-ci, alors vous serez plus enclin à le compléter avec le mot, avec un i pour faire pain, si auparavant on vous a parlé de manger. Alors que vous serez plus enclin à la compléter en pan, si auparavant on vous a parlé d'oiseau. Et ça, c'est ce qu'on appelle l'idée d'amorçage. Mais pas que. Il existe également ce qu'on appelle l'effet idéomoteur. Par exemple, il y a une expérience qui a été faite qu'on appelle l'expérience Floride, où on va parler à des étudiants de personnes âgées et de maisons de retraite. Et en fait, ensuite, on les observe marchant dans le couloir à la fin de leur entretien, où on leur a parlé des vieux pendant 1 heure. Et en fait, on constate que les étudiants marchent comme des petits vieux. Et on a appelé ça l'effet Floride. Il y a des liens qui sont réciproques et c'est assez courant dans la pensée associative. Par exemple, le fait d'être amusé va avoir tendance à vous faire sourire et le fait de sourire a tendance à vous amuser. Alors, il y a une expérience où on va forcer les gens à regarder des dessins et on force certaines personnes à le faire en ayant une tête, en fronçant les sourcils, alors que les autres doivent regarder ces mêmes dessins en souriant. Eh bien, ceux qui sont obligés de sourire pendant qu'ils regardent des dessins, ils trouvent finalement que les dessins sont plus drôles que les premiers qui avaient été obligés de froncer les sourcils, ceux qui froncent les sourcils, trouvent que les dessins sont plus éprouvants et plus contraignants. Donc, tout ceci est bien sûr inconscient, mais vous voyez en quoi la recommandation d'agir calmement et gentiment, quels que soient vos sentiments, finalement, c'est un excellent conseil, parce que vous serez sans doute récompensé en agissant avec calme et gentillesse. Finalement, c'est comme s'il y avait un étranger qui était en nous. Et ces études sur les effets de l'amorçage, elles ont abouti à des découvertes qui menacent un peu l'image que nous avons de nous en tant qu'auteurs conscients et autonomes de nos jugements et de nos choix. Par exemple, il y a des expériences qui nous ont montré que notre vote, que nous considérons comme le reflet de nos valeurs et de notre évaluation d'une politique, eh bien, ce vote-là, il ne devrait donc pas être influencé par l'emplacement d'un bureau de vote, par exemple. Et pourtant, cette expérience qui a été menée en Arizona a prouvé que ce vote pouvait l'être influencé par l'endroit où l'on vote. Et cette expérience montrait que voter dans une école, par exemple, avait augmenté la part du vote pour des projets de financement scolaire. Une autre expérience passionnante de Kathleen Voss montre qu'en fait, quand les gens sont amorcés sur l'argent, ils deviennent beaucoup plus individualistes. Alors, il y a une répugnance à s'impliquer avec des tiers, il y a une répugnance à dépendre d'autrui ou à accepter les exigences des autres. Et Voss laisse le soin finalement à ses lecteurs de déduire les implications de ces découvertes dans un monde qui nous environne de symboles liés à l'argent. Et elle se demande, se pourrait-il que cela façonne nos comportements et nos attitudes d'une manière que nous ignorons et dont il n'a pas lieu d'être fier. Alors que ce soit des symboles récurrents de respect,
des rappels constants à ses membres de la présence de Dieu, ou alors des portraits omniprésents d'un chef d'État dans des sociétés dictatoriales, le principe d'amorçage, il s'applique sans que nous en ayons conscience. Par exemple, le fait de rappeler sans cesse aux gens leur mortalité, eh bien ça accroît l'attrait qu'ils ont pour des idées autoritaristes qu'ils peuvent voir comme rassurantes. Ce qui fait peut-être écho dans votre tête au contexte Covid. Il y a d'autres expériences qui confirment le rôle des symboles et des métaphores dans la théorie freudienne. Par exemple, on demande à un groupe de personnes de mentir à quelqu'un par téléphone, alors que d'autres doivent leur mentir par mail. Et à la suite de ça, on leur propose différents produits d'hygiène. Et très clairement, les personnes qui ont menti au téléphone, ils choisissent un bain de bouche, alors que celles qui ont menti par mail choisissent le savon. Et donc ça confirme que la purification, ça va concerner directement les parties du corps qui sont impliquées dans un péché particulier. Donc, péché entre guillemets, évidemment. Alors, ces études sur l'amorçage, elles provoquent chez le grand public des réactions incrédules, comme ce que vous êtes probablement en train de penser, j'imagine. Et pourquoi ça provoque ce genre de réaction ? Eh bien, c'est parce qu'en fait, le système 2, notre système rationnel, il croit finalement être aux commandes et connaître toutes les raisons de ses choix. Mais comment se fait-il que des manipulations aussi primaires du contexte puissent avoir un impact aussi énorme sur notre façon de prendre des décisions ou de penser ? Alors, est-ce qu'on est totalement à la merci des amorces, quelles qu'elles soient, et n'importe où ? Alors, évidemment, bien sûr que non. Les amorces, elles sont puissantes, mais leurs effets, ces effets ne sont pas forcément étendus. Cela dit, l'incrédulité n'est pas envisageable, puisque ces résultats ne sont pas des inventions, et ce ne sont pas non plus des anomalies statistiques. Et vous devez accepter qu'elles soient aussi valables pour vous, parce que vous croyez que ces résultats finalement ne s'appliquent pas à vous parce qu'ils ne correspondent à rien dans votre expérience subjective, laquelle se compose essentiellement des histoires que vous raconte votre système 2. Or, les phénomènes d'amorçage se trouvent dans le système 1 et finalement, comme je vous l'ai expliqué, vous n'y avez aucun accès conscient. Donc, en conclusion, on peut parler de cette expérience de la machine à thé dans une cuisine universitaire en Grande-Bretagne où finalement, il y avait une machine à thé qui était à disposition et chacun pouvait contribuer à la hauteur de ce qu'il pensait juste à chaque fois qu'il se servait un thé. On alterne entre une semaine où on montre accroché au mur des photos de fleurs et la semaine suivante ce sont des regards. Le schéma récapitulatif des résultats qui s'affiche ici. Et donc en fait les contributeurs vont déposer des sommes qui sont parfois 3 fois supérieures les semaines des yeux. Les semaines où les posters avec des yeux sont affichés sur les murs à côté de la machine. Alors, il est évident que le rappel purement symbolique du fait d'être regardé poussait évidemment les gens à bien se comporter, mais en fait, l'effet est parfaitement inconscient. Est-ce que vous pensez pouvoir être influencé de la sorte ? Peut-être que non, mais en 2002, il y a Timothy Wilson qui publie « Étranger à nous-mêmes ». Eh bien, vous venez d'être présenté à cet étranger qui est aussi en vous et qui contrôle peut-être une grande partie de ce que vous faites, bien que vous vous en rendiez rarement compte finalement. Puisque le système 1 fournit des impressions qui se transforment souvent en convictions, lesquelles sont les sources des impulsions qui souvent deviennent vos choix et vos actes. Et le système 2 offre une interprétation tacite. De quoi ? Eh bien, de ce qui vous arrive et ce qui se passe autour de vous. Il attache le présent au passé récent et à ce que vous attendez de l'avenir proche. Il recèle le modèle pour le monde, lequel modèle détermine votre évaluation instantanée des événements, les jugeant normaux ou surprenants. Et il est la source de vos jugements intuitifs, rapides et souvent précis. Et il fait tout cela sans que vous soyez activement conscient de ses agissements. Donc la conclusion, c'est que le système 1
par conséquent, est à l'origine de bon nombre d'erreurs systématiques de vos intuitions. Alors ensuite, il aborde la question de l'aisance cognitive. En permanence, notre cerveau, c'est comme un poste de pilotage avec plein de cadrans, comme dans un cockpit d'avion, hein, qui indiquent les valeurs des grandes variables qui sont essentielles. Alors, ce serait un cadran, ce serait se passe-t-il quelque chose de nouveau? Un autre cadran, c'est est-ce que tout va bien? Un autre cadran, dois-je réorienter mon attention ailleurs? Un autre cadran encore, faut-il que je consacre davantage d'efforts à cette tâche, etc., etc. Et les évaluations qui sont effectuées automatiquement par le système 1 servent à savoir si le système 2 doit entreprendre des efforts supplémentaires. Il y a un des cadrans qui mesure aussi l'aisance cognitive. Alors, ça va de facile, où tout va bien, pas de menaces, pas d'informations importantes, à l'extrême qui serait tendu, où il y a un problème qui va requérir la mobilisation croissante du système. Et la tension cognitive, en fait, elle est activée par le niveau d'effort en cours et l'existence de sollicitations qui sont sans réponse. Concernant les illusions du souvenir, il y a une expérience qui s'appelle Célèbre du jour au lendemain de Larry Jacobi. En fait, on propose à un sujet des noms inventés de toutes pièces. Et quelques jours plus tard, on va lui présenter une liste de noms de célébrités de seconde zone, c'est-à-dire des acteurs de série B qui sont vraiment pas connus. Et on y insère un des noms inventés qu'on avait suggéré au sujet quelques jours auparavant. Et la personne va considérer alors que ce même nom est quelqu'un de connu, bien qu'il ne soit évidemment pas en mesure de dire où il a croisé ce nom, il ne sait pas si c'est au cinéma, dans le sport, dans la politique. Et tout ce qu'elle a, tout ce que ce sujet a, c'est une impression de familiarité. Et l'expérience de familiarité, il a un côté, entre guillemets, passé, qui est assez simple, mais qui est convaincante et qui indique qu'il s'agit d'un reflet d'une expérience qu'on a eue antérieurement. Mais ce côté passé, finalement, ce n'est qu'une illusion. Et des mots que l'on a déjà vus deviennent plus faciles à revoir. On les identifie mieux que les autres mots. Et en bref, en fait, ce que ça veut dire, c'est que vous faites l'expérience d'une grande aisance cognitive en percevant un mot que vous avez déjà vu auparavant. Et c'est cette sensation de facilité qui vous donne l'impression de familiarité. Il y a aussi les illusions de vérité. Alors, l'impression de familiarité, elle est produite par le système 1, et en fait, le système 2 s'appuie sur cette impression pour rendre un jugement, alors bon ou mauvais, hein. Et la répétition fréquente, c'est un moyen qui est fiable d'amener les gens à accepter des mensonges, car il est plus facile de distinguer la familiarité de la vérité. Les institutions autoritaires d'ailleurs et les spécialistes du marketing l'ont toujours su, mais ce sont les psychologues qui ont découvert qu'il était nécessaire de répéter une déclaration dans son intégralité pour qu'elle soit vraie. Alors il y a une expérience où on répète sans cesse à des gens la proposition suivante, on leur dit la température du corps d'un poulet, la température d'un corps d'un poulet, la température d'un corps d'un poulet, de façon incessante. Et quand on leur répète ça, en fait, ces personnes-là qui on a répété ça, elles sont plus susceptibles que d'autres de considérer comme juste la phrase « la température du corps d'un poulet est de 144 degrés » ou n'importe quel autre chiffre aléatoire. En fait, la familiarité d'une partie de la déclaration, c'est-à-dire la température du corps du poulet, cette familiarité que l'on crée en répétant incessamment cette phrase au sujet, elle va suffire à conférer une impression de familiarité et par conséquent de véracité à l'ensemble de la proposition. C'est dingue. Comment on peut écrire un message persuasif ? Alors, imaginez que vous devez rédiger un message dont la teneur devra être crue par les destinataires. Alors évidemment, votre message sera vrai, hein, mais ça ne suffit pas toujours à convaincre les gens. Donc, il serait alors légitime de jouer sur cette fameuse aisance cognitive. Et l'analyse des illusions de vérité peut vous y aider. Alors, dès lors, tout ce qu'on pourrait faire pour réduire la fameuse tension cognitive, ça va vous aider.
Par exemple, les écritures en gras qui tranchent sur un fond blanc ou un texte imprimé en bleu ou en rouge vif, bien, ce sont des écritures, des choses qui sont plus crues, plus acceptées que les teintes neutres comme le vert ou le jaune ou encore le bleu pâle. Et si vous voulez être considéré comme crédible et intelligent, alors surtout n'usez pas d'un langage compliqué, là où des mots simples feront l'affaire. C'est Danny Oppenheimer qui conclut son étude en écrivant, je cite, « Il est prouvé que le fait de coucher par écrit des idées familières dans une langue prétentieuse était vu comme le signe d'un manque d'intelligence et de crédibilité. » Recherchez la simplicité, mais aussi rendre votre message mémorable. Mais en fait, tout ceci, ça ne servira pas à grand-chose si votre message il est manifestement absurde. Évidemment, les gens ne sont pas idiots ou d'une crédulité sans borne. Et en revanche, ce qu'ont trouvé les psychologues, c'est qu'on mène une grande partie de notre vie guidée par des impressions du système 1 et que bien souvent, nous ne connaissons pas la source de nos impressions. Comment savoir qu'une déclaration est vraie ? Eh bien, si elle est rattachée par la logique ou l'association à d'autres croyances ou préférences que vous partagez, ou alors si elle vient d'une source que vous aimez et en laquelle vous avez confiance, alors vous éprouverez un sentiment d'aisance cognitive. Mais cela peut tout aussi bien venir de la police de caractère. Et comme le sentiment d'aisance cognitive a de multiples sources, finalement, il est difficile de parvenir à les distinguer. Et s'ils sont fortement motivés en ce sens, les gens peuvent surmonter certains facteurs qui produisent des illusions de vérité, mais pas la plupart du temps. Le système 2, qui est paresseux, va se contenter bien souvent d'accepter les suggestions du système 1 et lui emboîtera le pas. Alors au niveau de l'attention et de l'effort, il y a le test de réflexion cognitive qu'on appelle le TRC de Shane Frederick, qui est un test finalement qui est un peu comme la batte et la balle de tout à l'heure et que l'on fait passer à des étudiants de Princeton. Et en fait, la moitié ont lu les tests en petits caractères gris pâle et l'autre en caractères normaux. Eh bien, les résultats étaient meilleurs pour les caractères de mauvaise qualité. Il y avait seulement 35% d'erreurs dans le groupe des étudiants qui avaient passé le test avec une mauvaise écriture, alors que 90% des étudiants avaient fait des erreurs dans les caractères normaux. Alors pourquoi ? Eh bien parce que la tension cognitive qui a été mise en route par la difficulté à décrypter le texte, donc le cerveau en fait s'est allumé si vous voulez, le système 2 s'est allumé. Et cette mobilisation du système 2 va être plus susceptible de rejeter la réponse intuitive qui va être suggérée par le système 1 quand vous allez devoir répondre à une question. Et donc vous ferez moins d'erreurs. Il y a ici une notion de plaisir dans l'aisance cognitive. Il y a l'expérience de Zajong, c'est l'effet de répétition qui est pour lui un espèce de fait biologique essentiel et il concerne tous les animaux. Pour survivre dans un monde souvent dangereux, un organisme devrait réagir plutôt prudemment à un stimuli inédit par finalement le repli et par la peur. Et les perspectives de survie d'un animal qui ne se méfie pas de la nouveauté, finalement, ça semble un peu compromis. Mais si le stimulus il est effectivement sans danger, au bout d'un moment, il est dans la logique de l'adaptation que la prudence d'origine se dissipe. Et pour Zajong, l'effet de simple exposition se produit lorsque l'exposition répétée d'un stimulus finalement ne va déboucher sur rien de néfaste et ça finira par devenir un signe de sécurité. Or, la sécurité, c'est une bonne chose. Et du coup, le lien entre l'émotion positive et l'aisance cognitive dans le système, eh bien, ça remonte à fort loin en termes d'évolution. Alors, au niveau du trio aisance, humeur et intuition, il y a Sarnoff-Mednick dans les années 60 qui a cru avoir identifié l'essence de la créativité. Et son idée, elle était aussi simple que séduisante. La créativité, finalement, c'est une sorte de mémoire associative qui fonctionne exceptionnellement bien. Et il invente un test dit test d'association à distance, le TAD, qui est encore fréquemment utilisé dans les études sur la créativité.
Et par exemple, on donne 3 mots et il faut trouver un autre mot associé à ces 3 mots-là. Donc par exemple, si je vous donne ferme, Suisse et gâteau, là, il s'agit de trouver en fait le mot fromage. Ou alors encore plus difficile, si je vous dis parachute, lumière et fusée, et là, vous devez trouver le mot ciel. Et ensuite, les sujets, ils doivent appuyer sur un bouton dans un délai de 2 secondes s'ils estiment que les 3 mots sont liés ensemble, s'ils sont associés. Donc par exemple, si on donne ferme, Suisse, gâteau, ils sont censés appuyer sur un bouton pour dire oui, effectivement, ils sont liés par le terme fromage. Ce qu'il y a, c'est que ce délai, en fait, il est bien trop court pour que la solution ait le temps de venir à l'esprit de qui que ce soit. Et pourtant, les réponses sont bien souvent justes. Alors, apparemment, il y a une sensation cognitive qui est engagée par un signal qui est finalement très diffus, qui est émis par la machine associative, laquelle sait bien qu'en fait, entre ces 3 mots-là, il y a une cohérence et qu'ils sont liés par une association. Et ce, longtemps avant d'avoir identifié l'association en elle-même. Alors, autre découverte remarquable, c'est qu'il y a un formidable impact de l'humeur sur les performances intuitives. Les expérimentateurs, en fait, ils se sont rendus compte qu'en mettant au préalable les sujets de bonne humeur, ils doublaient la justesse de leurs estimations. Alors que les sujets qui étaient malheureux étaient plutôt incapables d'accomplir cette tâche intuitive avec précision. C'est-à-dire que leurs estimations, elles étaient au mieux aléatoires. Donc l'humeur a clairement un effet sur le fonctionnement du système 1, puisque quand nous sommes mal à l'aise et malheureux ou malheureux, nous perdons le contact avec notre intuition. Alors c'est encore une démonstration que la bonne humeur, l'intuition, la créativité, la crédulité et le recours croissant au système 1 forment un ensemble. À l'autre extrémité, la tristesse, la vigilance, la méfiance, l'approche analytique et l'effort accru sont également regroupés. Une humeur joyeuse relâche finalement le contrôle du système 2 sur la performance. Et de fait, quand ils sont de bonne humeur, les gens deviennent plus intuitifs et plus créatifs, mais aussi moins vigilants et plus prompts à commettre des erreurs logiques. Et en fait, ça a encore une fois un sens sur le plan biologique, c'est que la bonne humeur, c'est le signe que les choses finalement se passent bien et qu'on peut baisser la garde. Et la mauvaise humeur, ça montre que les choses ne vont pas bien et qu'il y a peut-être une menace et que du coup, il faut être vigilant. Et l'aisance cognitive, ça va de pair avec le sourire, mais est-ce la bonne humeur qui entraîne des intuitions de cohérence ? Eh bien, il semblerait que oui. Alors ensuite, on va parler de tout ce qui est normes, des effets de surprise et des causes, et les merveilles et les limites de tout ce qui est le système 1. Alors d'abord, qu'est-ce que c'est qu'évaluer la normalité ? La principale fonction du système 1, c'est d'entretenir et d'actualiser un modèle de notre monde personnel, de ce que vous percevez comme normal finalement. De sorte que la surprise, en d'autres termes, est un aspect crucial de notre vie mentale et elle est finalement l'indicateur le plus sensible de la compréhension que nous avons du monde et de ce que nous attendons de lui. De la même manière, quand un mot bizarre se glisse dans une phrase, on remarque une activité cérébrale d'un type particulier qui semble démontrer que finalement les violations de la normalité, elles sont détectées avec une rapidité et une subtilité impressionnantes. Et pour repérer l'incongruité, il faut faire appel à une vaste quantité d'informations sur le monde qui nous entoure. Et le système 1 qui comprend le langage, il va avoir accès à des normes qui vont préciser à l'intérieur d'une catégorie à la fois la fluctuation qui est envisageable et à la fois aussi les cas les plus standards. Et le fait d'établir des connexions causales va jouer un rôle dans la compréhension d'une histoire.
Et c'est une opération automatique du système 1. Nous n'avons souvent que des informations limitées sur ce qui se passe pendant une journée donnée. Et le système 1, il est doué, lui, pour établir un lien causal cohérent qui va fédérer les fragments de connaissances dont il dispose. Et ça amène finalement au chapitre suivant qu'il appelle la machine à tirer des conclusions hâtives, puisque des conclusions hâtives peuvent être efficaces, à la fois si elles sont correctes et si finalement le coût d'une erreur occasionnelle n'est pas trop prohibitif. Et si cette conclusion hâtive, elle permet d'économiser du temps et des efforts. Et sous ces 3 conditions, effectivement, la conclusion hâtive est efficace. Mais cela peut être risqué aussi de tirer des conclusions hâtives dans une situation qui n'est pas familière, dont les enjeux sont élevés, ou dans les situations où finalement on ne dispose pas d'assez de temps pour rassembler davantage d'informations. Et finalement, c'est là que les erreurs intuitives sont probables. Et ça peut être quand même évité lorsqu'on fait intervenir délibérément le système 2. Le système 1, lui, garde pas trace de toutes les possibilités qu'il va rejeter, ni même du fait qu'il y ait eu d'autres possibilités qu'il a étudiées. Finalement, le doute conscient, ça ne fait pas partie de son répertoire, et parce que en fait, ça requiert de garder en même temps à l'esprit des interprétations incompatibles, et ça, de garder tout ça en mémoire, ça nécessite un effort mental qu'il n'est pas capable de faire. Donc, la conclusion, c'est que l'incertitude et le doute, ça fait pas partie du système 1, mais ce sont bien des choses qui sont du ressort du système 2. Alors il y a aussi une tendance à croire et à confirmer, puisqu'il y a des expériences qui ont montré que lorsque le système 2 il est occupé ailleurs, en fait on est prêt à croire n'importe quoi. Le système 1, lui, il est crédule et il a tendance à croire, et c'est le système 2 qui va se charger, lui, de douter et de ne pas croire, mais il lui arrive parfois d'être indisponible, et de plus, il a souvent la flemme. Et il semblerait effectivement que les gens soient plus susceptibles d'être influencés par des messages persuasifs mais vides, comme les publicités par exemple, lorsque ces mêmes gens sont épuisés. Et le processus de la mémoire associative contribue par ailleurs à un espèce de biais de confirmation générale. Et le système 2 va tester l'hypothèse par la stratégie de ce qu'on appelle le test positif. Alors autrement dit, les gens recherchent des informations susceptibles d'être compatibles avec les convictions qui sont alors les leurs, et le biais confirmatoire du système 1 favorise l'approbation inconditionnelle de suggestions et l'exagération de la vraisemblance d'événements extrêmes et improbables. Et si on demande la probabilité d'un tsunami en Californie dans les 30 ans, forcément vous aurez des images de tsunamis qui vous viendront à l'esprit, et vous aurez tendance à surestimer la probabilité d'un désastre par un tsunami. Autrement dit, on a fait ce qu'on appelle le test positif, et on a trouvé des informations qui sont compatibles avec nos convictions, c'est-à-dire compatibles avec le fait de croire qu'il y a beaucoup de chances qu'il y ait un tsunami d'ici 30 ans. Alors ensuite, il est question de l'effet de halo. Et en fait, il nous explique que si vous appréciez par exemple la politique du président, il y a des chances que vous aimiez aussi sa voix et son apparence. Et la tendance à aimer ou à l'inverse à détester tout en bloc chez une personne, c'est connu sous le nom de effet de halo. Et ça contribue à un biais commun qui joue un grand rôle dans notre vision des gens et des situations. Et c'est entre autres ce qui fait que la représentation du monde développée par le système 1, elle est plus simple et elle est plus cohérente avec la réalité. Puisque l'effet de halo accroît le poids des premières impressions, parfois à un point tel que les informations suivantes sont pour l'essentiel perdues. L'indépendance des jugements et la décorrélation des erreurs peuvent avoir des implications immédiates dans la conduite des réunions, et une règle simple peut s'avérer utile. Avant qu'un sujet soit abordé, en fait, il faudrait demander à tous les membres d'un collectif, d'une entreprise, d'une association, de rédiger un bref résumé de leur avis sur le sujet, parce qu'en fait, ça permet d'utiliser à bon escient la diversité des connaissances et des opinions du groupe.
Et la pratique courante de la discussion ouverte, finalement, elle donne beaucoup trop de poids à ceux qui parlent les premiers et avec une grande assurance, et finalement obligeant les autres à s'aligner sur eux par cet effet de halo. Une des caractéristiques de la machine associative, c'est qu'elle ne représente que les idées activées. Et le système 1, il est particulièrement doué pour tisser des histoires avec des idées en cours d'activation, mais en fait, il n'a pas la place pour les informations qu'il n'a pas. Et la quantité et la qualité des informations sur lesquelles repose cette histoire sont pour l'essentiel sans importance. Et quand les infos sont rares, ce qui est assez fréquent, le système 1, en fait, il fonctionne comme une machine à tirer des conclusions hâtives. Et la combinaison d'un système 1 qui est en quête de cohérence et d'un système 2 qui est paresseux implique que le système 2 va approuver beaucoup de convictions intuitives qui reflètent les impressions engendrées par le système 1. Bon, bien sûr, le système 2 peut prendre le relais pour prendre une décision importante, comme par exemple l'achat d'une maison. Toutefois, le système 1, il est quand même susceptible d'influencer même les décisions les plus réfléchies, puisqu'il ne se désactive jamais. Dans ce livre, le fait de tirer des conclusions hâtives sur la base d'informations limitées revient si souvent que l'auteur en fait va lui donner un nom, ce qu'il appelle le covera, C-O-V-E-R-A, qui sont les abréviations des premières lettres de la phrase « ce que l'on voit et rien d'autre ». Et le système 1, il est totalement insensible à la qualité et à la quantité des informations qui donnent naissance aux impressions et aux intuitions. Et pour qu'une histoire apparaisse solide, lui, ce qui lui importe, c'est finalement la cohérence de l'information et non pas son exhaustivité. Et à vrai dire, on s'aperçoit souvent que moins on en sait, et plus il est facile d'agencer le tout dans un espèce d'ensemble cohérent. Et avec Covera, on parvient plus facilement à la cohérence et à l'aisance cognitive, et cela nous amène à considérer une déclaration comme vraie et finalement à l'accepter. Et c'est la raison pour laquelle nous pouvons penser rapidement et nous sommes capables de donner du sens à des informations partielles dans un monde qui est finalement complexe. Et le plus souvent, l'histoire que nous concoctons est suffisamment proche de la réalité pour soutenir une action raisonnable. Mais Covera explique aussi une longue liste de biais de jugement et de choix, comme par exemple la suffisance, puisque la confiance qu'ont les individus dans leurs convictions dépend essentiellement de la qualité de l'histoire qu'ils peuvent raconter sur ce qu'ils voient, même s'ils ne voient pas grand-chose. Et nous ne prenons pas en compte le fait que des informations cruciales nous font défaut, et notre système associatif fait en sorte de neutraliser complètement le doute et l'ambiguïté. Et il y a aussi les effets de cadrage, qui sont des façons différentes de présenter les choses et qui suscitent aussi des informations différentes. Par exemple, 90% de survie ne donne pas la même émotion quand on dit que c'est aussi 10% de mortalité. C'est deux manières de présenter la même idée, mais ça ne provoque pas les mêmes émotions à la personne à qui on le dit. Il nous parle de la mécanique des jugements. Et il nous dit que le système 2 reçoit les questions et en même temps il les produit aussi. Et dans un cas comme dans l'autre, il va gérer l'attention et la mémoire pour y répondre. Et le système 1, lui, il fonctionne différemment, puisqu'il surveille constamment ce qui se passe dans l'esprit et à l'extérieur, et il produit en continu des évaluations de divers aspects de la situation sans intention précise et presque sans effort. Et ça, c'est ce qu'on appelle ces évaluations primaires qui vont jouer un rôle important dans le jugement intuitif parce qu'en fait, elles se substituent facilement à des questions plus difficiles. Le système 1, il a été façonné par l'évolution. Pourquoi ? Pour nous fournir une évaluation constante des principaux problèmes que doit résoudre un organisme pour survivre. Et nous avons hérité des mécanismes neurologiques à l'origine des évaluations constantes du niveau de menace. Et ces mécanismes n'ont pas été déconnectés. Par exemple, prenons la capacité à distinguer un ami ou un ennemi d'un seul regard en s'appuyant uniquement sur le visage de la personne. Todorov démontre lors d'une étude sur la perception des compétences et d'amabilité à partir de photos d'hommes politiques que les gens qui jugent la compétence, ils combinent deux dimensions, c'est la force et la fiabilité. Et le système 1 pense appréhender
à la fois la force et la faiblesse au travers de caractéristiques physiques. Alors, quand on dit que le système 1 est tenté de répondre à une question plus facile que la question qui est évoquée initialement, ce qui se passe, c'est qu'il y a une substitution des questions, puisque quand on ne trouve pas rapidement une réponse satisfaisante à une question qui est complexe, le système 1 va trouver une question qui va être proche, qui sera plus facile, et va y répondre par un principe de substitution. La question cible est donc substituée par la question heuristique. Et l'heuristique, c'est le fait de trouver une réponse adéquate, bien que souvent imparfaite, à des questions difficiles. C'est la même racine que le mot eureka. Alors il y a aussi l'heuristique de l'affect, qui est le fait que les gens laissent ce qu'ils aiment ou détestent déterminer leurs convictions sur le monde qui les entoure. C'est un petit peu ce qu'on a dit tout à l'heure sur l'effet de halo. Alors en conclusion de cette première partie, on peut faire l'inventaire des caractéristiques du système 1, qui sont assez nombreuses. Alors tout d'abord, il produit des impressions, des sentiments qui, lorsqu'ils sont approuvés par le système 2, vont devenir des convictions, des attitudes et des intentions. Il fonctionne automatiquement et rapidement, presque sans effort, et nous n'avons aucun sentiment de contrôle délibéré. Il peut être programmé par le système 2 pour mobiliser l'attention. Il fournit des réactions et des intuitions compétentes après un entraînement spécifique. Il crée un schéma cohérent d'idées activées dans la mémoire associative. Il attache une sensation d'aisance cognitive, des illusions de vérité, des sentiments agréables et une vigilance réduite. Il distingue ce qui est surprenant de ce qui est normal. Il va déduire et inventer des causes et des intentions. Il va négliger l'ambiguïté, il va supprimer le doute. Il est biaisé pour croire et pour confirmer. Il va tout le temps exagérer la cohérence émotionnelle, ce que nous avons appelé l'effet de halo. Il se consacre sur les preuves existantes et il va complètement ignorer les preuves manquantes, c'est ce que l'auteur a appelé le covéra. Il va produire une série limitée d'évaluations primaires. Il va calculer plus que de nécessaire. Il va substituer parfois une question facile à une question difficile, ce que nous avons appelé l'heuristique. Il surestime toujours les probabilités faibles. Il réagit plus fortement aux pertes qu'aux gains. Et il encadre étroitement les problèmes de décision en les isolant les uns des autres. La moitié des caractéristiques que je viens de vous évoquer ont été vues dans la première partie et l'autre moitié est plus étroitement abordée dans les parties suivantes du livre de Kahneman. Pour la suite du livre, il reste encore 4 parties que vous pouvez regarder un petit peu au gré de votre envie ou de votre intérêt. Je vous invite donc à regarder là ou les vidéos qui vous intéressent. Évidemment, le plus logique serait de continuer dans l'ordre chronologique du livre, puisqu'il évoque des notions dans les parties qui sont ensuite reprises dans les parties suivantes. Donc pour ne pas louper la chaîne de causalité, c'est peut-être important de prendre les parties dans le bon ordre, mais après je peux comprendre que vous soyez plus ou moins intéressé par un sujet ou un autre. Donc libre à vous de consommer ces vidéos comme vous l'entendez. Kenavo Pour lui, en fait, son modèle invente de réussite, c'est la célèbre marque c'est Napoléon. de céréales. Présente le livre de Lucille Pétavin, puisqu'elles vont beaucoup plus mourir en enfantant qu'avant. En 1493, Christophe Colomb repart pour sa deuxième expédition